Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. On va commencer tout de suite très rapidement parce qu'il y a plein de choses que je souhaite que vous possédiez en mémoire pour bien comprendre ce qui va se passer dans les semaines, voire mois à venir. Comme vous avez peut-être vu, une de mes précédentes vidéos, je vous parlais de Zelensky sur le fait de la question légitime de se poser, est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à un revirement de situation? Pour compléter ce que je vous avais dit dans cette vidéo, je vais revenir sur la rencontre de Zelensky avec le président turc Erdogan et le président de l'ONU, Duterte. Force est de constater que quand on voit les images, lors de leur allocution mutuelle, on voit bien que Zelensky fait la gueule. Je rappelle quand même que Erdogan a rencontré un certain nombre de dirigeants récemment, dont Poutine, dont le président indien et également le Premier ministre, je crois, iranien. Erdogan, c'est ce président qui, en 2016, suite à un coup d'État raté, a tout d'un coup retourné sa veste à l'encontre des Occidentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Erdogan s'affirme comme un dirigeant d'un pays qui s'est octroyé la liberté finalement de traiter avec qui il veut et de ne pas jouer la carte exclusive soit des BRICS ou soit des Occidentaux. Et ce qui dérange évidemment un certain nombre d'Occidentaux du fait que la Turquie fait partie de l'OTAN. C'est quand même un détail. Et le fait est, c'est que Zelensky nous a fait un discours récent. Nous annonçons que la semaine prochaine, qui va être la semaine où l'Ukraine va fêter l'anniversaire de son indépendance, que la Russie se prépare à un coup ou à une opération honteuse, salace, dégoûtante. Est-ce que faut-il trouver éventuellement un lien avec ce qui vient de se passer ce week-end en Russie? Je vais y revenir un petit peu plus loin. Force est de constater que de toute façon aujourd'hui, l'Ukraine, dans son contexte actuel, ne retrouvera jamais ses frontières. Que l'Ukraine aujourd'hui est dans une situation où elle a dépassé depuis très longtemps le point de non-retour. C'est pour cette raison que je vous dis que ceux qui croient que l'Ukraine va retrouver ses frontières d'avant et qu'elle retrouvera peut-être certainement aussi la Crimée sont des utopistes, sont des gens qui croient au Père Noël. Force est de constater que de toute façon, aujourd'hui, la démonstration est faite que l'Occident a raté son coup d'essayer de amoindrir la Russie, même si la Russie aujourd'hui est confrontée à un certain nombre de problèmes économiques et sociaux, mais elle n'est pas à genoux, comme le prétendait le ministre de l'économie, M. Le Maire, et que finalement, ce qui a joué en faveur de la Russie, c'est peut-être que, aussi bien dans le monde, d'une manière globale, mais aussi en Occident, des gens ne sont pas dupes. Ne sont pas dupes de ce que l'Occident avait décidé de faire de la Russie le jour où le drapeau rouge, avec la faucille et le marteau, est tombé du toit du Kremlin. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire récente de la Russie, et si vous êtes depuis un certain temps sur cette chaîne, vous savez que je vous ai donné parfois des liens sur des articles, et plus particulièrement sur une façon de vulgariser un petit peu l'histoire avec la chaîne YouTube de GouVHD, dont d'ailleurs on se pose la question qu'est-ce qui se passe parce qu'il ne fait plus de vidéos depuis maintenant un certain temps. Est-ce qu'il y a-t-il un lien de cause à effet avec l'invasion russe en Ukraine? Allez savoir. Pourtant, ce monsieur nous vulgarisait de façon assez objective l'histoire de l'Ukraine, aussi bien son histoire depuis le 19e siècle que aussi l'histoire contemporaine après la chute du mur. Plus particulièrement que nous montrer un petit peu ce qui s'était passé dans les années 90. Et que, force est de constater qu'en effet,
ces Russes qui ont connu ces années 90, qui ont pris conscience de l'état du pays dans lequel ils ont vécu, eh bien, n'ont pas envie d'y retourner. Parce que c'est évidemment ce que les Occidentaux ont l'intention de faire, en faisant tomber éventuellement quelqu'un comme Vladimir Poutine. Et donc, de fait, la situation en Ukraine est, disons-le carrément, dans une position de blocage, et que aujourd'hui, il n'y a que deux solutions. Soit les Occidentaux, pour éviter la casse, trouvent un compromis plus ou moins emballé pour l'opinion avec la Russie pour fractionner la Russie, soit nous persistons et nous signons à vouloir absolument aller à l'affrontement, et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'autre issue que soit l'Europe ou les États-Unis entrent en guerre contre la Russie en Ukraine. Donc vous comprenez qu'évidemment, entrer en guerre contre la Russie en Ukraine implique des conséquences non négligeables. Ce qui fait que les mondialistes y seraient également perdants. Parce que, qu'on soit bien clair, qui est à la manœuvre aujourd'hui, ce n'est ni Washington, de par le biais de la Maison-Blanche, ni Bruxelles, ni même l'Élysée, ce sont évidemment les donneurs d'ordre, ceux que l'on appellerait plus vulgairement les maîtres du monde. Ces gens-là, aujourd'hui, savent que faire une escalade avec l'Ukraine n'aboutirait à rien de bon. Tout le monde serait perdant, perdant. Et que la seule issue pour les mondialistes, c'est de prendre une autre option. C'est de régler le problème ukrainien et de s'attaquer à une autre tactique, à une autre stratégie qui consisterait à se focaliser beaucoup plus sur Moscou, se focaliser sur Poutine. C'est-à-dire faire en sorte de faire des pressions, faire en sorte de trouver des solutions pour le dégager et placer leurs pions à la place. Ce qui serait, à mon sens, assez logique et de bon sens. Sauf que malheureusement, les mondialistes ont peut-être pété un petit peu plus haut que leur cul. C'est-à-dire que dans leur volonté de vouloir provoquer la déliquescence des États-nations, dans le cadre de leur destruction, peut-être ont-ils surestimé la capacité de contrôler leurs petits jouets, de contrôler Macron, de contrôler la Commission européenne, de contrôler les Américains. Car, pour ceux qui ne le sauraient pas, les Américains sont évidemment des acteurs essentiels, importants des mondialistes, mais qu'ils ne sont ni plus ni moins qu'un outil. Un outil qui est une puissance, et une puissance non négligeable en tant qu'acteur dans la volonté de la construction de ce nouvel ordre mondial. Et pour lequel d'ailleurs, on leur laisse suggérer l'idée qu'ils en seraient les tenants et les aboutissants. Mais c'est un autre sujet. Donc, en complément de ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo sur Zelensky, je pense qu'il est non négligeable d'envisager que nous sommes en train d'assister peut-être à une stratégie pour faire comprendre à Zelensky qu'il va falloir qu'il change son fusil d'épaule. Sauf que les propos qu'il tient tentent à démontrer qu'il n'a pas compris le message. Et qu'au contraire, je pense qu'il vient juste de comprendre que les mondialistes ont peut-être aujourd'hui décidé d'essayer soit de l'amadouer et de le contrôler, soit de le liquider. Et force est de constater que sa crédibilité aujourd'hui est en train de fléchir considérablement aux yeux de ceux qui ont encore un minimum de bon sens et de raison. Et que je pense que les mois de Zelensky maintenant sont comptés. Alors, comme je vous l'ai dit, certains détails sont importants. Nous avons un détail comme par exemple, en Grande-Bretagne, un grand tabloïd de la presse mainstream a relaté les propos d'un officier supérieur de l'armée britannique qui incitait les familles et les militaires britanniques à commencer à préparer psychologiquement leur famille au fait d'une guerre en Ukraine. Nous avons Macron. Macron qui récemment, dans un discours, a invité les Français
a commencé à considérer, ou à comprendre, ou à assimiler l'idée que pour défendre la liberté, pour défendre les droits de l'homme, peut-être qu'il va falloir qu'ils reconsidèrent de suspendre temporairement leur liberté, de faire un sacrifice. En ce qui concerne Washington, de toute façon, les Américains aujourd'hui sont à un tel niveau de discordance que même Biden, dans son état actuel, ne s'aventurerait pas à essayer de commencer à faire comprendre aux Américains qu'il va falloir faire une nouvelle croisade en Ukraine. Parce que si c'était le cas, je pense que le midterm de novembre serait alors catastrophique pour Biden, et que même, je dirais, la prochaine élection 2024, si tant est que l'affaire de Trump ne finisse pas par en effet le mettre hors circuit, pourrait rassurer les pro-Trump de voir leur milliardaire chéri reprendre du poids de la bête et avoir un fort potentiel d'être réélu en 2024. Petit aparté pour revenir sur cette affaire, les dossiers existent, selon le FBI, selon les rapports du FBI, suivant les fuites issues du FBI. Mais pour l'instant, on sent bien que l'excitation qu'a suscité cette affaire le week-end dernier, tout d'un coup en ce moment est en train de s'estomper, est en train de se tasser. Tout simplement parce que si on a affublé Trump de ce mot d'avoir enfreint des règles fondamentales de sécurité nationale, force est de constater qu'aujourd'hui, quand des commissions ou des sénateurs exigent d'avoir accès aux documents, on se rend compte qu'il y a une certaine résistance. Donc comment crédibiliser une enquête, voire une procédure pénale contre Donald Trump, si la justice américaine n'a pas accès à ces fameux documents pour juger si oui ou non ces documents sont suffisamment crédibles pour pouvoir lancer une procédure. Fin de l'aparté. Donc affaire à suivre parce que, encore une fois, si, en toute raison gardée, nous savons que une escalade avec la Russie ne serait pas bénéfique pour personne. Mais, comme je vous le dis, peut-être qu'il y a certains éléments que nous ne connaissons pas, dont nous n'avons pas conscience, dont nous avons peut-être occulté l'existence, qui pourraient confirmer que peut-être, qu'une troisième guerre mondiale permettrait d'assainir, de purger, ce que les mondialistes n'arrivent pas à purger de façon plus légale, de façon insidieuse, de façon en malversation avec tous les principes fondamentaux de ce qu'ils essayent de convaincre la plupart des gens par principe, mais qui en réalité sont les premiers à ne pas respecter. Donc affaire à suivre. Tout à l'heure, je vous ai dit, concernant la Russie, que j'allais y revenir un petit peu plus loin. Ce week-end, vous l'avez peut-être vu, il s'est passé un événement non négligeable. Cette jeune femme, c'est Daria Dugina. C'est la fille de Alexander Dugina. Alexander Dugina, c'est un personnage que vous ne connaissez pas, mais que vous allez certainement très rapidement en entendre parler par certaines presses, par certains médias, comme étant le nouveau Rasputin de Poutine. Car en effet, Alexander Dugin est un intellectuel, un philosophe, que l'on dit nationaliste. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas encore bien compris, que nationalisme ne veut pas dire systématiquement fasciste ou néo-nazi. Le nationalisme, c'est une préférence nationale, c'est une volonté de souveraineté, c'est une souveraineté puissante, c'est une volonté d'affirmer une nation en tant qu'indépendante avec un peuple souverain et ne pas se laisser corrompre par des idées de mondialistes, de multiculturalisme et de tous les aspects progressistes, ultra-progressistes à l'extrême que nous connaissons aussi bien ici aux États-Unis comme en Europe. Ça, c'est du nationalisme. Un nationalisme qui inclut aussi de faire attention à l'étranger.
que l'étranger ne vienne pas dans le pays pour y foutre le bordel, pour y venir spolier les richesses de ce pays. C'est du nationalisme. Mais comme je vous le dis, nous sommes confrontés aujourd'hui à des générations qui ont été lavées du cerveau et qui, pour eux, aujourd'hui, nationalisme est égal à fascisme, est égal à néo-nazi. Alors que je rappelle que le fascisme, c'est le regroupement de 3 éléments idéologiques essentiels, que sont le nationalisme, le souverainisme par le populisme et le totalitarisme. C'est pour cette raison que quand vous avez des gens qui accusent le Rassemblement national, ex-Front national, de parti fasciste, c'est complètement stupide et idiot, puisqu'il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de notion totalitaire dans les idées du Rassemblement national, même si, encore une fois de plus, aujourd'hui on est toujours très convaincu de certains raccourcis, comme si l'expression « tous les chemins mènent à Rome », Rome étant évidemment le fascisme. C'est une expression plutôt paradoxale dans le sens où le fascisme est d'origine italienne. Intronisé d'ailleurs par Mussolini en son temps. Et donc, si on observe un petit peu ce que pense Dugin, on se dit que finalement, même si parfois il est un peu extrême dans certaines de ses idées, il n'a pas totalement tort. Surtout, si l'on remet Dugin en tant qu'intellectuel et philosophe russe par rapport à la situation, pas seulement économique et politique et idéologique de son pays, mais surtout de ce que les mondialistes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, veulent en faire. Si vous êtes un intellectuel et un philosophe d'un pays dont vous êtes le patriote, dont vous avez une certaine fierté d'appartenir en tant que citoyen, et que vous savez que votre pays est destiné de toute façon à être dépecé par les mondialistes, vous n'allez pas dire amen. Vous n'allez pas ouvrir les portes bien en grand, contrairement à ce que font certains pays européens. Donc d'ailleurs, je pense que certains nombre de Français qui n'y croyaient pas, qui ne pensaient pas, aujourd'hui sont en train de bien prendre conscience que ce que disaient certaines personnes il y a 10 ou 20 ans, eh bien, est en train de se produire. Donc, vous allez certainement voir, entendre, beaucoup de gens, beaucoup de médias, vous faire passer Alexander Dugin pour le diable. Et que par conséquent, et on le voit déjà sur certains réseaux sociaux, que si sa fille a été tuée, accidentellement, dans le sens où ce n'est pas elle qui était la cible, mais bien Alexander Dugin, qu'il s'agit bien donc d'un attentat à la voiture piégée, eh bien certains vont vous inciter inconsciemment à relativiser, en disant « Oh, après tout, c'est des petits fachos, donc qu'elle soit morte. » D'autant plus que Daria Dugina est une jeune femme qui a fait des études en 2016 en France et qui a été une collaboratrice pendant un temps du site d'Alain Soral, Égalité Réconciliation. Donc là, évidemment, c'est du pain béni pour les détracteurs. Sauf que le problème, c'est que tous ces gens qui relativisent la mort de cette jeune femme pour dire oui, mais de toute façon, c'est des fachos, c'est des néo-nazis, donc c'est de la merde en moins, ne se rendent pas compte qu'ils ont le comportement à l'identique de ce qu'ils croient combattre. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'extrême. Une extrême inversée, mais une extrême quand même. Et ce qui est encore plus amusant, c'est que quand tout d'un coup ces gens-là, vous les contrariez sur cette évidence, qu'ils ont un comportement qui est tout aussi extrême que celui qu'ils se disent ou prétendent vouloir combattre, là tout d'un coup ça bug. Maintenant, sur l'acte en lui-même, il est évident qu'aujourd'hui, il y a une certaine gêne. D'où la raison pour laquelle, je vous le dis, on va énormément accentuer sur le fait de cette étiquette de fasciste, de néo-nazi d'Alexander Dugin, qui, je le rappelle, est un proche de Poutine, que certains même
disent qu'il est à l'origine de la décision de l'invasion de l'Ukraine. Eh bien, il faut espérer que le SBU, les services secrets, les services de renseignement russes, ne sachent pas exactement qui est le commanditaire de cet assassinat. Personnellement, je vais même vous dire une chose. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, Poutine a entre ses mains qui a commandité l'assassinat de son conseiller. Et que je pense que si Zelensky nous a fait sa vidéo en disant « Attention, les Russes vont faire quelque chose de dégueulasse », je pense que Zelensky est conscient que, en face, ils savent qui sont ceux qui ont commandité, aidé, soutenu, organisé la tentative d'assassinat d'Alexander Dugin, qui malheureusement ne s'est pas passé comme prévu, puisque c'est malheureusement sa fille qui a été tuée. Certaines sources russes, aujourd'hui sur Telegram, assurent que les commanditaires viennent de Kiev. D'autres sont en train déjà de mettre le doigt sur la CIA américaine, qui aurait aidé, soutenu, plus ou moins guidé un certain nombre d'organisations, de groupes, dans l'organisation de cet attentat. Et enfin, certains mettent le doigt sur une organisation nationaliste russe, mais cette fameuse organisation nationaliste russe qui est anti-Poutine, qui est proche des mouvements nationalistes ukrainiens. Donc c'est une affaire qui n'est pas à prendre à la légère. Parce que vous imaginez bien que dans l'esprit de Vladimir Poutine, vouloir assassiner son proche conseiller, ce n'est pas juste éliminer quelqu'un qui potentiellement peut déranger. C'est aussi lui envoyer un message. Et je n'ose imaginer ce que Vladimir Poutine pourrait faire si jamais il a l'intention d'y répondre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'affaire de Mar-a-Lago, de la perquisition des documents que Trump n'aurait soi-disant pas dû exfiltrer de la Maison-Blanche lorsqu'il a quitté ses fonctions. L'affaire, pour l'instant, suit son cours. Le seul problème, c'est que, évidemment, on n'est pas dupe sur le fait que cette affaire a la ferme intention, comme je l'avais dit dans ma vidéo que j'avais faite sur ce sujet, de vouloir essayer de trouver la moindre issue, la moindre possibilité, la moindre solution, la moindre stratégie pour mettre hors course Donald Trump. Parce que, évidemment, les démocrates sont conscients que si jamais Donald Trump revient, pose sa candidature pour une présidentielle en 2024, il y a des chances qu'en effet, il puisse être réélu. Donc il faut absolument le mettre hors course. Et qui plus est le mettre hors course, mais aussi essayer de flinguer sa notoriété dans l'opinion. Sauf que malheureusement, ça ne marche pas. Alors oui, si en effet ça fait jouir les anti-Trump, en réalité ça n'a pas véritablement l'impact espéré. Il faut savoir qu'actuellement, pour le mi-terme du mois de novembre, l'ensemble des États qui vont remettre en jeu leur représentation au Sénat s'effectuent actuellement les primaires. Ces primaires qui, du côté à la fois démocrate que du côté républicain, va déterminer qui va être le candidat, qui va se proposer aux électeurs pour le poste qui sera vacant au mois de novembre au Sénat. On l'a vu. Il y a une personnalité ici aux États-Unis qui est Liz Cheney. Liz Cheney, c'est la fille de Dick Cheney, le non moins célèbre vice-président de George W. Bush. Beaucoup de gens espéraient. Alors, je rappelle, c'est une républicaine. Mais c'est une républicaine anti-Trump. Preuve en est, c'est qu'elle a été à la tête de la commission pour enquêter, analyser les événements du 6 janvier 2020.
Eh bien, là où certains analystes la mettaient en bonne position, par sa réputation, de par son nom, et surtout du fait qu'elle représente finalement la part anti-Trump des conservateurs, eh bien elle a perdu contre la candidate soutenue par Trump. Là, c'est un message qui est plutôt difficile à digérer. Il y a également d'autres États où, pour les primaires républicaines, c'est une confrontation finalement entre des candidats anti-Trump et pro-Trump. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de déliquescence politique qui est arrivé aujourd'hui aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez des candidats qui se proposent à un électorat sur un positionnement pro-Trump ou anti-Trump. Alors évidemment, il faut quand même agrémenter. On agrémente de certains projets, on agrémente de belles paroles, etc. Mais je vous dirais très sincèrement, fort heureusement qu'on ne vous traduit pas trop souvent les discours de ces personnalités politiques, parce qu'à un moment donné, vous seriez dans le doute de savoir si la traduction est bonne ou pas, ou si vous avez bien compris le discours qui a été tenu. Parce qu'à un moment donné, vous vous dites, mais ce discours est d'un infantilisme absolu. Force est de constater que lorsqu'on dit qu'aux États-Unis, c'est un grand pays qui, malheureusement, à qui on a donné les clés à des grands et des éternels adolescents, eh bien vous comprendrez que le discours politique aux États-Unis y est adapté. Même moi, de temps en temps, j'ai l'impression de ne pas avoir bien compris ce qui vient d'être dit. Donc je demande à ma femme de bien confirmer ce que j'ai compris, elle confirme bien ce que j'ai compris, et dans ma tête je me dis, mais mon Dieu, comment est-ce qu'un peuple peut-il boire de tels discours? Eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver en France. De par la déliquescence même de l'intellect, de la curiosité, de l'information, du savoir, de la connaissance. Eh bien, aujourd'hui en France, vous avez déjà des Français qui boivent les discours politiques comme du petit lait, sans jamais à un moment donné se poser les bonnes questions, avoir des doutes, savoir être un moment critique, et finalement se dire, mais ce qu'il vient de dire là, c'est génial, mais dans la réalité, c'est peut-être bien sur le papier, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas du tout. Preuve en est, regardez, nous avons Émeric Caron qui va faire une proposition de loi pour interdire les corridas. Alors sur le papier, en effet, c'est génial, moi personnellement, je ne suis pas particulièrement fan des corridas, au contraire, je trouve ça un petit peu... Voilà, par rapport à quelques notions animalières, là-dessus, moi je ne suis pas très très chaud. Mais je ne considère pas ma sensibilité par rapport aux animaux comme suffisamment justifiée pour interdire quelque chose qui est traditionnel, quelque chose qui fait partie intégrante d'une culture. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais si à un moment donné on ne légifère pas, si à un moment donné on n'interdit pas, ça se trouve peut-être qu'aujourd'hui on continuerait à faire les jeux du cirque, à la romaine, avec des gladiateurs. Vous savez, j'ai envie de dire, quand vous voyez aujourd'hui le free fight aux États-Unis, on n'en est pas loin. Mais, soit. Moi, je suis plutôt partisan d'essayer de faire changer les mentalités, et qu'au bout d'un moment, en faisant changer les mentalités, eh bien, advienne que pourra, on arrivera à un moment donné peut-être à faire prendre conscience, ou à inciter le peuple à un moment donné à accepter le fait que, bah oui, pour une tradition, peut-être qu'on peut changer les règles, peut-être qu'on peut faire autre chose. Comme par exemple, il faut savoir que la corrida, à l'origine, il n'y a pas de volonté d'avoir une certaine position de lutte contre un animal. En réalité, c'était, je crois, une tradition qui consistait à lâcher un taureau parmi les gens, et après c'était aux gens d'essayer de passer, ou d'essayer d'éviter un petit peu, je ne sais plus, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans certaines férias de certaines villes de France, ou même du Pays Basque. Là encore, l'animal,
on ne lui fait pas de mal. Il fait juste partie d'une tradition. Il est intégré à une tradition. Alors que la corrida, c'est très clairement un mec qui essaye de jouer les machos, de jouer les dominateurs et au final de s'amuser à vouloir tuer une bête. Ok, bon. Mais quand on est député élu d'une circonscription. En l'occurrence, Aimé Caron est élu d'une circonscription de la région parisienne. En quoi il a la légitimité de vouloir poser une loi pour interdire une tradition qui se pratique dans une région ou dans des régions du sud de la France? Il n'est pas élu député de ces gens-là. Normalement, il est élu député de sa circonscription. Mais il s'octroie ce droit de député de vouloir présenter une loi pour interdire une pratique qui se fait dans un autre endroit que ce en quoi et par qui il a été élu. Nous avons ce député des Républicains, je crois, ou je ne sais plus si c'est En Marche ou un Reconquête, je crois, c'est un Républicain, de vouloir donner le droit de vote aux étrangers pour des élections municipales. On en a déjà parlé. Encore une fois, sur le papier, on se dit, en effet, des étrangers qui sont sur le territoire français de façon légale, qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui sont des contribuables comme n'importe qui d'autre. Pourquoi ne pas leur donner le droit de vote? Sauf que le problème, c'est que quand tu es étranger, moi-même je suis étranger aux États-Unis, moi-même en tant qu'étranger, j'ai accès, j'ai des droits sur certaines structures sociales, certains avantages de la société américaine, même au niveau de l'État de Caroline du Nord, mais que si je veux participer au pays, si je veux contribuer à la vie politique, électorale de son pays, et bien dans ce cas-là, je prends la nationalité américaine. Donc je trouve tout à fait logique que si des étrangers veulent voter, eh bien ils ont qu'à prendre la nationalité française. Parce que, comprenons-nous bien, c'est comme si, aujourd'hui, on voulait légitimer à votre voisin d'avoir le droit de donner son avis sur ce que vous faites chez vous. Non. On est chez soi. C'est pas au voisin de participer aux décisions internes, organisationnelles, structurelles, politiques, chez vous. Des lois qui en réalité, j'ai l'impression, sont faites pour se donner bonne conscience, pour essayer de caresser dans le sens du poil un électorat sur lequel on est un petit peu installé de façon inconfortable du fait de certains choix, de certaines orientations, etc. Une des dernières news que nous avons, c'est Europe Écologie Les Verts qui veulent refonder leur mouvement politique. Quand on en est à un point de vouloir refondre son parti politique, c'est qu'on sait qu'on a mis les pieds dans la merde. Et que la prochaine échéance électorale, si on ne change pas les choses, si on ne change pas notre braquet, si on ne remet pas un petit peu de réalisme par rapport à nos positions et nos orientations politiques, on va se faire lyncher. Donc c'est pour cette raison que, pour revenir à cette affaire de Donald Trump, les démocrates ont l'espoir que cette affaire puisse avoir une influence sur les primaires, c'est-à-dire de préférer plutôt des candidats anti-Trump, et ainsi de conforter une position qui permettra de voir au moins des alliés, là je parle des démocrates, envers les républicains, pour empêcher Donald Trump de revenir dans le giron politique. Donc tout est question de stratégie. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et je dirais même que ça empire la situation. Parce que de l'autre côté de la barrière, vous avez des Américains qui commencent à dire, attendez, ok, vous voulez traîner Donald Trump devant la justice parce qu'il a fauté sur des principes, sur des valeurs
très établi, qu'il a enfreint des règles de sécurité, qu'il a mis en péril peut-être avec ses dossiers qu'il aurait empruntés, volés. Mais alors dans ce cas-là, si vous le faites pour Donald Trump, vous reconnaissez très bien quand même que si on vous demande de faire la même chose vis-à-vis du fils Biden, Hunter Biden, on est légitime. Pourquoi s'acharner sur Donald Trump? À tort ou à raison, c'est pas le débat. Dans ce cas-là, justice pour tout le monde. Donc, on va traiter aussi les données, les affaires concernant Hunter Biden, ses collusions, ses erreurs. Y a-t-il des complicités? Y a-t-il des liens avec le actuel président des États-Unis? Remontons aussi jusqu'à l'affaire Hillary Clinton, les fameux mails d'Hillary Clinton. Ces fameux mails qui en effet ont été obtenus de façon illégale. Donc en effet, crime. Crime parce que obtention de documents de façon illégale, portant menace et risque à la sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est oui, en effet de comprendre que finalement Hillary Clinton était en accord sur le fait qu'elle devait être la candidate de l'élection 2016, mais que au sein de la DNC, il y a eu des combines pour écarter Bernie Sanders, voire lui faire comprendre qu'il faut qu'il dégage. Donc forcément, dans l'électorat qui était plutôt Sanders, et je dirais même qu'à l'époque, il y avait au moins les 2/3 de l'électorat démocrate qui ne voulaient pas d'Hillary Clinton. Et donc du coup, comme les démocrates ont voulu imposer Hillary Clinton, eh bien ils ont perdu au moins la moitié de l'électorat. Et c'est ce qui a permis à Donald Trump de gagner. Trump n'a pas gagné pour ses idées. Trump a gagné parce qu'il a eu le bénéfice d'un concours de circonstances, c'est-à-dire de l'échec monumental des démocrates d'avoir cru qu'en présentant, en alignant Hillary Clinton, ils allaient remporter l'élection. S'il y avait eu un autre candidat qu'Hillary Clinton, s'il y avait eu un candidat plus présentable, avec une meilleure notoriété auprès de l'électorat démocrate, Donald Trump n'aurait jamais gagné 2016. C'est une erreur stratégique monumentale. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, vous avez beaucoup d'Américains qui sont des grands déçus du Parti démocrate, qui sont pourtant des progressistes, mais qui se sont rendus compte que non seulement on s'est foutu de leur gueule en 2016, mais on a recommencé en 2020 en alignant un président qui a été élu non pas parce que c'est Joe Biden, non pas sur un programme, non pas parce que c'est un démocrate, mais il a été élu parce qu'il a gagné le bénéfice d'une lutte fratricide contre Trump. Il a eu le gain, le bénéfice d'un vote contre. Tout comme Macron a été réélu sur le bénéfice d'un vote contre Marine Le Pen, et non pas pour Emmanuel Macron. Sur cette base, quand je vous dis que la République est morte, oui, elle est morte. Tout comme je le dis souvent à des Américains, pour moi, votre démocratie, elle est morte. Vous vous êtes fait voler votre démocratie par des gens en collusion avec la finance, avec les empires financiers, avec les empires industriels, militaro-industriels. Mais ils le savent, les Américains. Ils le savent très bien. Mais comme ils n'ont pas d'outils, ils n'ont plus d'outils pour lutter contre, si ce n'est soit faire des guerres de sécession en retirant les États de l'Union, ou soit faire une guerre civile contre l'État fédéral, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, puisque, comme en France, le cercle politique, le milieu politique est un milieu fermé. C'est un milieu verrouillé. Ce qui est d'ailleurs une des difficultés à faire comprendre aux nains de jardin idéologiques sur les réseaux sociaux,
qui hurlent au fascisme, au néo-nazi contre le parti d'extrême droite, du Rassemblement national. Mais quand on leur dit mais que ce parti est Marine Le Pen, ils sont adoubés par le système. Zemmour a pu faire ce qu'il a fait parce qu'il est adoubé par le système. En revanche, des gens comme Asselineau, Asselineau ne peut pas faire ce qu'il fait, ou ce qu'il veut faire, parce qu'il n'est pas adoubé par le système. Tout comme d'autres petits candidats, même Dupont-Aignan. Dupont-Aignan est vraiment, je dirais, le genre de mec un petit peu à la limite, à la frontière, c'est qu'il réussit à être plus ou moins adoubé, mais qui fait figure d'opposition un petit peu plus ferme, un peu plus souveraine, etc. Parce que le débat politique en a besoin. Parce qu'il faut bien donner l'illusion qu'il y ait du débat politique avec des personnalités qui sont souverainistes. Philippot, à un moment donné, a commencé à prendre un peu trop d'importance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait liquider. C'est bien qu'aujourd'hui, il a un parti qui s'appelle les Patriotes, mais insuffisamment important pour pouvoir aligner une candidature, pour pouvoir avoir ces 500 signatures. Parce que oui, les 500 signatures, c'est la sécurité, c'est la ceinture de sécurité du système contre tout candidat qui pourrait avoir une trop grande notoriété, qui serait trop populiste. Et bien aux États-Unis, c'est pareil. Je peux même vous donner un exemple. Vous avez, souvenez-vous, cette candidate chez les démocrates de la primaire, Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, elle a été candidate au présidentiel dans les années précédentes, mais elle était candidate sous une étiquette écologiste, une sorte de parti vert écologiste. Sauf que les résultats qu'elle faisait étaient tellement ridicules que la dernière fois, elle s'est dit bon, je vais essayer de briguer quand même le poste de candidat au nom du Parti démocrate. Parce que oui, aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si vous avez une notoriété, si vous avez une certaine présence, vous n'êtes pas obligé d'être un adhérent du Parti démocrate pour vous présenter comme candidat à la primaire démocrate. Vous pouvez très bien être à la tête d'un petit parti local, etc. Mais si vous avez une bonne notoriété, si à l'échelle nationale vous êtes connu, etc., eh bien, vous pouvez faire. La preuve en est, c'est que lors de la primaire démocrate, il y avait, je ne sais plus, je crois qu'il devait y avoir 11 candidats à la base. Il y a des noms dont vous-même vous n'avez jamais entendu parler. Donc même beaucoup d'Américains n'ont jamais entendu parler, parce que ce sont des personnalités qui ont plus une notoriété locale. Mais imaginez si aux États-Unis, tout d'un coup, vous avez un nom qui commence à se faire entendre un peu partout, aussi bien au nord, à l'est, à l'ouest qu'au sud. C'est le cas, par exemple, du gouverneur DeSantis de Floride, qui lui commence à se faire un nom. DeSantis, oui. On est sûr aujourd'hui, sûr et certain que DeSantis sera à la primaire républicaine pour 2024. Là, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il sera élu? On n'en sait rien. Parce que, encore une fois, aujourd'hui aux États-Unis, le système politique ne tourne plus qu'autour de Donald Trump. Être anti-Trump. Toujours se servir de la référence Trump pour faire valoir sa position, pour faire valoir sa notoriété. Et balancer de temps en temps quelques petites idées complètement utopiques, irréalisables. À coût de milliards de dollars, que bien évidemment, 90% des Américains ne comprennent pas que quand on envoie des milliards de dollars dans des projets, ils vont le payer dans les impôts. Comme en France, c'est pareil. Donc, cette affaire de Donald Trump, j'ai envie de dire, j'espère pour les démocrates qu'elle va aboutir à quelque chose, qu'elle aboutira peut-être à une condamnation, etc. Mais en revanche, si jamais ça fait un flop, si jamais pour un problème structurel, un problème organisationnel, un problème d'éthique dans les procédures, eh bien, ça risque en effet de renforcer Trump à se présenter pour 2024. En revanche, si jamais ils réussissent à le mettre à l'ombre, c'est pas forcément gagné que 2024 va être apaisé. Au contraire,
Je pense que tous les politiciens pro-Trump qui soutiennent Trump, eux, tireront le bénéfice de faire de Trump un martyr, et non pas un simple milliardaire qui a bénéficié d'une circonstance pour devenir président pendant 4 ans, mais qui en réalité n'était ni le bon candidat, ni la bonne personne pour essayer de réconcilier l'Amérique, et qui au final est encore plus divisé, est encore plus en déliquescence que l'on peut l'imaginer. Et enfin, pour terminer, je vais revenir sur l'un d'entre vous qui m'avait proposé de faire une vidéo sur 2 sujets qui étaient les Balkany et les incendies. Alors, concernant les Balkany, qu'est-ce que je peux vous dire? Si ce n'est que les Balkany, pour moi, ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes d'une maladie qui consiste à utiliser à un moment donné sa notoriété, sa position, son pouvoir pour tirer du bénéfice. Mais attention, ce bénéfice, il n'est pas volé à proprement parler, c'est-à-dire que le système est justement calculé, c'est justement établi pour inciter la tentation de ces personnalités politiques, et personnalités politiques de premier ordre, de premier plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous décidez de vous lancer dans la politique, vous allez vous rendre compte que pour pouvoir accéder à des échelles supérieures, eh bien, il y a un moment donné où vous serez devant le fait accompli qu'il y a forcément des compromissions à accepter. Sauf que les compromissions, il faut les accepter de façon subtile, de façon intelligente, de façon prudente. Malheureusement, dans le paysage politique, eh bien, vous avez parfois des gens qui pètent plus haut que leur cul. Et les Balkany, eh bien, ils ont tout simplement pété plus haut que leur cul. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis pousser des ailes de vouloir faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Jusqu'au jour où ça a commencé à déplaire à certaines personnes parce qu'ils se sont dit, avec leurs conneries, ils vont nous foutre dans la merde. Donc il faut les arrêter tout de suite. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on les a arrêtés. On a tout simplement fait en sorte de laisser fuiter des informations, des indiscrétions sur leur fraude, sur leurs activités, pour le résultat que nous connaissons aujourd'hui. À défaut du fait que peut-être les Balkany ne sont peut-être pas le couple politique, puisque c'est un couple, puisqu'elle a été aussi, elle a travaillé pour son mari dans différentes positions. À ceci près, c'est que moi je me pose une question, c'est est-ce que les Balkany, à un moment donné, n'ont pas négocié l'assouplissement de leur peine en disant attention, si vous ne lâchez pas les masques, nous on va balancer. Je pense que c'est très intéressant parce que certainement que ceux qui ont voulu les foutre en l'air, les mettre hors circuit, n'ont peut-être pas imaginé qu'ils avaient réussi peut-être quand même à avoir l'intelligence de prendre certaines garanties. D'où la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il a été mis en tôle, eh bien il est fini par en ressortir pour des raisons de santé, etc. Donc en effet, c'est pour ça que je vous dis que les Balkany, pour moi, c'est un symptôme. C'est un symptôme pas seulement de politiciens pourris, véreux, c'est le symptôme du système lui-même, qui est pourri et véreux. Alors attention, quand je dis que le système est pourri, véreux, c'est un peu comme, si vous voulez, une fourmilière, c'est-à-dire que chaque élément n'est pas forcément à blâmer d'être un pourri. Il y a des éléments qui ont d'autres fonctions, qui ont des fonctions d'être, au contraire, des sortes d'antagonisme de cette image négative qu'on peut avoir des politiciens en général. Et de temps en temps laisser émerger quelques vertueux, émerger quelques bonnes âmes, quelques bons samaritains, pour quand même montrer que non, on n'est pas tous pourris. Ruffin, par exemple, fait partie de ces éléments qu'on aime bien mettre en avant de temps en temps, pour dire, vous voyez, les politiciens ne sont pas tous des véreux, ne sont pas tous des corrompus. Donc voilà, je veux dire, si vous voulez, c'est pas comme une recette de cuisine, quoi. C'est qu'il y a des fois, vous mettez quelques ingrédients, mais il faut savoir judicieusement les mettre de façon adéquate, au bon moment, et à des doses bien définies, parce que sinon, si vous vous plantez, évidemment, le résultat va être complètement différent. Et donc, concernant ces Balkany, voilà
que je pourrais éventuellement dire. Ils ne sont pas les premiers, ils ne seront pas les derniers. Avant ça, il y avait eu, souvenez-vous, l'ancien maire de Paris, dont le nom m'échappe, celui qui a succédé à Jacques Chirac, qui lui aussi a été un petit peu la cible de ce genre de procédé. Et puis concernant les incendies, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les incendies, il y en a toujours eu, il y a toujours eu des moments, des périodes difficiles. Je rappelle, les incendies, c'est le feu c'est le cercle, c'est le triangle du feu, comburant, combustible, énergie. Donc à partir du moment où ces trois conditions sont favorables, eh bien évidemment, un incendie peut être plus difficilement maîtrisable si vous vivez dans des endroits plutôt humides que dans des endroits secs. Et même des endroits humides qui sont victimes de sécheresse, eh bien, vont être victimes d'un potentiel beaucoup plus accentué, beaucoup plus augmenté d'être sujets à des incendies de forêt que à l'accoutumée. Mais alors moi, ce qui m'épate, c'est ce regain qu'il y a de la part des écologistes de sauter sur l'occasion pour vous dire, oui, regardez tous ces incendies, c'est la preuve du réchauffement climatique. Alors qu'en réalité, apparemment, la majorité des incendies sont des incendies criminels. Et parce que, rappelons pour ceux qui n'ont peut-être pas assez de base, en règle générale, le feu, les incendies dépendent du fameux triangle du feu. Qu'est-ce que le triangle du feu? Vous allez me dire, eh bien c'est tout simplement les trois éléments essentiels sans lesquels le feu n'existerait pas. En l'occurrence, l'énergie, le comburant et le combustible. Le comburant, c'est tout simplement l'élément essentiel à l'existence même du feu. Ce n'est pas que l'énergie, ou le combustible, c'est évidemment l'oxygène. Il ne peut pas y avoir de feu sans oxygène. L'énergie, l'énergie, c'est la capacité calorifique, c'est-à-dire tout simplement ce qui va altérer à un moment donné un élément et provoquer une source de chaleur. C'est la source de chaleur, une source de chaleur qui, selon l'endroit où vous êtes, suivant les matériaux, etc., va être suffisant pour provoquer, s'enflammer et provoquer un incendie. Et le combustible, c'est évidemment le support sur lequel le feu va pouvoir, ou tout du moins la matière sur laquelle le feu va pouvoir s'étendre, va pouvoir exister. Alors évidemment, les incendies de forêt, le bois, c'est un combustible adéquat, et pour cause. Le seul problème, c'est que suivant les types de forêts auxquels vous êtes confrontés, il est évident que les incendies en Gironde étaient des incendies plutôt délicats parce que ce sont des conifères, une grande majorité. Mais évidemment, la gravité des incendies s'accentue selon les conditions. Et il est évident que cet été, avec les fortes chaleurs, évidemment, ça n'a pas arrangé la situation pour lutter contre ces incendies. Mais les incendies ont toujours existé, ils ont toujours été là. Et regardez, chaque année, on est toujours confronté à des incendies désastreux, à des incendies catastrophiques, même ici aux États-Unis. Il faut savoir que en Californie, plus particulièrement la partie nord-est de la Californie, ça fait depuis plusieurs années qu'ils sont en combat permanent contre des incendies quasiment la moitié de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions qui font que, malheureusement, tout est propice à ce que des incendies se déclarent. Mais encore une fois de plus, les incendies se déclarent naturellement ou criminels. Je vous avouerai très franchement, je vais être tout à fait honnête avec vous, en France, vous avez un service des parcs et forêts qui est très efficace. Alors évidemment, vous n'en avez pas suffisamment. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre des agents partout. On ne peut pas mettre tout le monde sous surveillance pour ne pas détecter à un moment donné quelqu'un qui a décidé de foutre le feu. Tout l'aspect d'ailleurs du problème. Parce qu'ici aux États-Unis, malheureusement, même si vous avez des parcs qui font un excellent travail d'entretien, et là par contre je dirais peut-être bien mieux que ce qu'on peut voir malheureusement en France, mais là encore une fois de plus c'est une question de moyens, il y a des endroits où la nature est dans son expression la plus propre, c'est-à-dire que ce sont des endroits où la main de l'homme n'a jamais été mise. Et de fait, évidemment,
Si les circonstances et si la situation avec le réchauffement climatique fait que vous êtes dans une période de sécheresse, une période de chaleur intense, eh bien un feu dans une forêt naturelle va évidemment trouver beaucoup plus de combustible qu'une forêt entretenue par la main de l'homme. D'où, souvenez-vous, cet article canadien, quand il y a quelques années maintenant, pas canadien mais australien, quand l'Australie était confrontée à de sérieux feux, il y avait un pompier, un officier pompier qui avait dit nous avons beaucoup de difficultés à lutter contre ces feux-là parce que c'est des feux qui se propagent dans des forêts qui, depuis quelques années, ont été abandonnées par des décisions et des lois écologistes pour interdire d'entretenir les forêts, pour laisser la nature, la faune, la flore s'épanouir naturellement. Sauf qu'en n'entretenant pas les forêts, eh bien, en effet, la nature reprend ses droits. Et les drames de la nature aussi reprennent ses droits. Sauf qu'évidemment, ça, vous avez des atrophiés du bulbe qui ne l'ont toujours pas compris, et qui non seulement ne l'ont pas compris, mais en plus de ça, censurent. Car cet article, à l'époque, a très rapidement été considéré comme étant une fake news. Ce n'est pas vrai. Sauf que, depuis, aux États-Unis, sur les incendies qui ont eu lieu à la fois en Oregon, en Californie, au Wyoming, quelques années, eh bien, on va forcer de constater que les feux ont très souvent progressé très rapidement dans des forêts, justement, qui n'étaient pas entretenues. C'est-à-dire des forêts sauvages. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, forêts sauvages, c'est-à-dire des forêts dans lesquelles la main de l'homme n'est jamais intervenue, eh bien, au lieu d'avoir des arbres distancés de plusieurs mètres, eh bien, parfois vous avez des arbres qui ne sont que distancés que d'à peine 1 ou 2 mètres. Donc vous avez une densité de forêt, vous avez une densité d'arbres dans ces forêts, et donc forcément, eh bien, là vous êtes dans une situation, dans un contexte qui est très propice à ce que des incendies se propagent beaucoup plus rapidement. Et évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres contextes. Oui, bien sûr, il y a d'autres contextes qui font que parfois les incendies se propagent beaucoup plus rapidement que d'autres. Des feux de brousse, des feux dans des paysages ou dans des faunes, des flores essentiellement constituées d'arbres secs, par exemple, puisque le bois sec brûle beaucoup plus facilement que le bois humide, principe. D'où la raison pour laquelle, dans le sud de la France, on est beaucoup plus vigilant au départ de feu et aux moyens à mettre en place pour lutter contre ces feux que dans le nord de la France. Dans le nord de la France, les forêts sont beaucoup plus humides, du fait de climats beaucoup plus tempérés. Certains vont me dire, mais oui, non, mais c'est faux, regardez, cette année, il y a eu un incendie. Mais oui, parce que cette année, vous avez eu un été chaud et sec, très peu humide. Donc forcément, ça joue. Mais voilà, j'ai envie de dire, de toute façon, les incendies, ça fait depuis des siècles et des siècles que ça existe, qui naissent souvent de façon naturelle, sauf que malheureusement, force est de constater que si on fait une statistique, on a en effet beaucoup plus d'incendies de forêt dans notre époque contemporaine qu'il n'y en avait il y a 100 ou 200 ans. Pourquoi ? Comme je vous le dis, tout simplement parce que dans le monde contemporain, nous avons des connards ou des connasses qui, pour s'amuser, décident de foutre le feu. Et donc, le résultat, il est là. Sauf qu'évidemment, après, juridiquement, quand on réussit à retrouver ces personnes, le mal est fait. Surtout quand il y a des morts. Alors, aux États-Unis, si jamais vous êtes le criminel qui a allumé le feu et que le feu a détruit des milliers de maisons et a même peut-être tué des dizaines de personnes, là, autant vous suicider tout de suite, parce que vous ne sortirez pas de prison. Ce qui n'est peut-être pas le cas en France. Parce que vu comment la justice tourne, vu qu'avec le scandale qui a eu lieu ce week-end avec ce fameux Koh-Lanta dans la prison de Fresnes, que vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui vous disent « Ah oui, mais vous comprenez, ces gens-là, ils sont surpopulation dans des cellules de 9 mètres carrés, etc. » C'est marrant, mais j'en ai pas vu un qui dit « Bah oui, mais s'il y a surpopulation dans la prison, c'est peut-être parce que la criminalité a augmenté. Que la délinquance a augmenté. »
Mais comme vous ne pouvez pas faire de statistiques ethniques, ni d'origine, etc., on tourne autour du pot. Et il y aura toujours plus de surpopulation dans les prisons françaises, parce que le temps que le gouvernement réagisse, le temps que le gouvernement accepte sa responsabilité, le temps qu'à un moment donné il décide de développer un plan de construction, si tant est qu'ils aient le budget, ça coûte du pognon, pour construire de nouvelles prisons, pour permettre, etc. machin, le jour où même, si ça on le fait, si on décide de le faire maintenant, le jour où on a enfin ces prisons supplémentaires, on n'aura toujours pas résolu le problème parce que la criminalité, elle aurait toujours augmenté. Donc là, vous avez construit des prisons en estimant que vous allez avoir peut-être 20 000 ou 30 000 prisonniers à mettre dans les prisons en plus dans les 20 ou 15 ou 20 prochaines années. Dans 20 ans, quand vous aurez construit vos 4 ou 5 prisons supplémentaires, c'est pas 20 000 criminels en plus à mettre en prison, ça sera 40 000. Parce que vous vous serez viandé sur des statistiques que vous ne pouvez pas faire, parce qu'il ne faut surtout pas faire de statistiques pour démontrer que... Donc ça sera un problème insolvable. Allez, soyons fous, imaginons que finalement le système pénitentiaire français est comme le reste, c'est-à-dire une structure de service public qui est sujet à une volonté de déliquescence. Qui ne vous dit pas que derrière vous avez des organismes privés, comme il en existe aux États-Unis, qui à un moment donné proposeront à l'État de se substituer à cette responsabilité en leur proposant un service pénitentiaire privé. Mais attention, service pénitentiaire privé, qu'évidemment l'État paiera chaque mois le service, mais les sociétés de services privés se serviront des prisonniers pour faire de la productivité, comme c'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez certaines prisons qui utilisent les prisonniers pour faire des tâches. Alors des tâches soit locales, une sorte de TIG obligatoire, ou en coordination avec des entreprises locales, produisons local, mais produisons local à moindre coût, donc on va utiliser des prisonniers. Sauf que ça, évidemment, en France, on est très réticent à le faire. On est très réticent à le faire parce que, évidemment, certains se dresseront en disant « c'est de l'exploitation ». Moi, je vais vous dire, l'exploitation, oui. Mais quand on est prisonnier, c'est qu'on a été condamné pour une faute. Qui plus est, parfois, vous êtes condamné dans des prisons parce que vous avez commis une faute grave. Eh bien, pourquoi ne pas imaginer que finalement, pour payer sa dette à la société, non seulement vous êtes un prisonnier, mais en plus de ça, vous allez produire. Vous allez permettre à des entreprises de s'enrichir, de développer et de créer des emplois. Ainsi, vous paierez votre dette à la société. Alors peut-être que je suis un petit peu démagogique sur ce sujet, mais il y a un moment donné, entasser des prisonniers dans des prisons qui sont très clairement débordées, entasser des prisonniers avec des moyens toujours plus restrictifs, avec du personnel moins en moins formé, voire motivé, parce qu'ils se disent à quoi bon faire de la loi, à quoi bon de faire de la discipline dans les prisons, de toute façon, si c'est pour que le mec, par ses contacts à l'extérieur, finisse par me foutre ma vie en l'air, me menacer de mort et tout le tralala. Après tout, pourquoi je prendrais le risque de voir menacer ma famille par des gangs ou des bandes de délinquants pour à peine 2000 ou 2100 € net par mois? Déliquescence. Déliquescence. Volontaire. Et c'est pas Dupond-Moretti qui apportera une solution, parce que c'est pas sa fonction. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de laisser la situation pourrir. Voilà pour cette vidéo, et d'ici qu'on se retrouve très prochainement, que puis-je vous souhaiter de bien vous porter.